Bienvenue dans le Community News de ce lundi 6 septembre. Ben voilà, nous sommes déjà en septembre. La rentrée scolaire approche et la rentrée tout court progressivement en attendant que, bien sûr, que le confinement soit supprimé, mais c'est encore quelques 13 jours pratiquement. Mais aujourd'hui, l'actualité, on fera le point sur la situation sanitaire de Terre-de-Haut, avec une interview du maire de cette commune, M. Boudé, Hilaire Boudé de son vrai nom. Ensuite, on ira du côté du Lamentin. Au Lamentin, Maxime Morel a vu un peu comment l'accueil des enfants du personnel se fait, mais des personnels de santé uniquement, on vous l'avait dit. Ensuite, un petit tour à Saint-Claude, où une centenaire, une de plus, Hélène, elle s'appelle, elle a fêté ses 100 ans. Et puis le Vaccibus, si vous ne savez pas ce que c'est, ben, vous allez le savoir, c'est un véhicule qui est censé passer dans les communes qui étaient à Trois-Rivières ce matin et qui a commencé une vaccination à portée de bras, si on veut parler comme ça. Sinon, on va recevoir dans un instant Mario Varro, c'est le président de la CFTC de la section La Pointe, vous le connaissez, on ne le présente plus. Ensuite, Jean-Luc Divial, il vient de sortir un ouvrage pour les jeunes en 12 leçons, Sagesse oubliée, de la langue dite créole. Il va nous expliquer un peu pourquoi cet ouvrage et son contenu intéressant, vous le saurez tout de suite. Et puis, Gertie Curiel est représentante des stagiaires de CRP Émergence. Elle sera avec nous dans un instant pour parler d'un petit problème qui se passe dans ce CRP. Voilà un peu le sommaire de cette émission, de ce canal Community News. Merci d'être avec nous et nous commençons tout de suite par un voyage au Saintes, Terre-de-Haut exactement. Le maire, c'est M. Bouidé, de son prénom Hilaire, et c'est Charlie Dagonia qu'il a rencontré. Il fait le point sur la situation sanitaire dans sa commune. On écoute. Il y a un aspect beaucoup plus prégnant, et je l'ai ressenti pendant cette période de vacances, où les gens me disaient, voilà, les administrés, ça fait 2 ans, enfin 2 périodes de suite qu'on n'a pas fait la fête du 15 août, par exemple. Parce qu'en 2020, on ne l'avait pas fait, en 2021, on ne l'a pas fait. Et puis, c'est une période festive, symbolique à Terre-de-Haut, et même pour l'ensemble des Guadeloupéens qui viennent aussi souvent à cette période-là passer un beau moment à Terre-de-Haut. Donc, globalement, on n'a pas connu de problème comme je disais tout à l'heure, de contamination dans la première, deuxième, voire troisième vague. Par contre, la 4e vague, celle qu'on vit actuellement, elle est très compliquée parce qu'il y a eu des cas, il y a même des décès. Et donc, du coup, les gens ont très peur, ça crée une sorte de psychose. Malgré tout, les gens respectent très bien les gestes barrières. D'ailleurs, nous avons un taux de vaccination à Terre-de-Haut bien plus élevé que l'ensemble de la Guadeloupe. Hein. Il faut savoir que nous avions à Terre, la commune même a organisé avec l'ARS plusieurs périodes de vaccination. Et en ce moment, tous les mercredis, le personnel médical sur place organise des vaccinations où nous faisons depuis pas mal de temps, entre 40 et 50 vaccinations chaque mercredi. Donc, sur une petite population ou de plus de 6600 personnes recensées, on est à plus de 50% de personnes vaccinées. Ce qui n'est pas mal déjà par rapport à la Guadeloupe. Il faut que les gens continuent à le faire. A priori, même s'il y a toutes les controverses sur les pro-vax et les anti-vax, ça reste malgré tout, à mon sens, la seule alternative pour se protéger, je dirais entre parenthèses, en tout cas mieux que ceux qui ne sont pas vaccinés. Voilà, et aujourd'hui, nous avons des informations, des décès, il y en a eu beaucoup ces jours-ci, mais cette fois-ci, on va s'arrêter sur une personnalité guadeloupéenne très connue, Solange Coudrieux. Solange Coudrieux, pourquoi il est connu? C'est parce que ce monsieur
a été ciblé en mai 67. Il tire en l'air, il fouille un coup de fusil, comme on dit, les militaires français pendant les événements de mai 67, et il a survécu. Donc il est l'un des rares témoins oculaire et vraiment qui a vraiment vu ce qui se passait à Pointe-à-Pitre, puisqu'il a souvent raconté cet épisode. Il passait au boulevard Légitimus et un militaire français l'a ciblé, lui a tiré une balle, une rafale aux jambes, et il a été amputé d'une jambe. Et pendant pratiquement depuis 67 jusqu'à récemment encore, Solange Coudrieux venait régulièrement raconter ce qu'il avait vécu. C'était un témoin, ce qu'on appelle un témoin oculaire des événements de mai 67 qui s'en va. Et après avoir fait son témoignage, il n'a jamais réussi à être indemnisé pour ce qui s'est passé. Alors beaucoup de gens le regrettent, le connaissent. D'ailleurs, le conseil départemental, dans un communiqué précise, marqué dans sa chair et son cœur par les événements de mai 67, il aura toute sa vie durant milité pour que cette sombre page de notre histoire soit connue du plus grand nombre, notamment au sein de l'association En mai 67. D'une grande humanité, toujours soucieux de son prochain, d'une abnégation sans faille, il fut un combattant de la vie, particulièrement actif au service de la cause et des personnes porteuses de ce handicap, puisqu'il lui manquait une jambe. Deuxième décès qui nous concerne moins, mais enfin, les Guadeloupéens, peut-être, je ne m'en doute pas, connaissaient cet acteur français, il s'appelait Jean-Paul Belmondo, Bébel, comme on le surnommait. Depuis quelques années, il souffrait d'un AVC, il avait fait un AVC il y a quelques années, il vient de disparaître, il avait 84 ans, alors c'est un monsieur du cinéma, on l'a vu peindre ses films, Peur sur la ville, Borsalino, L'homme de Rio, enfin, etc. 84 films au total, et c'était l'un des acteurs français les plus appréciés avec Alain Delon. C'est des gens de la même époque, on les a vus ensemble d'ailleurs dans Borsalino, et Jean-Paul Belmondo, c'est éteint bien sûr en France. Son décès crée une grande, une grande angoisse pour les gens qui aimaient cet acteur, et donc je crois qu'il y a plusieurs émissions spéciales qui sont prévues pour lui rendre hommage. On revient à l'actualité de la Guadeloupe, puisque vous le savez, la rentrée scolaire commence, et on vous l'avait dit, pour les personnels de santé, il y aura un particularisme, c'est-à-dire que les enfants sont pris en charge. Rendez-vous au Lamentin avec Maxime Morel. Lamentin a toujours, depuis la première vague de la Covid, participé à cette action qui consiste à accueillir les enfants des soignants et des personnels qui sont réquisitionnés dans le cadre de la lutte contre la Covid. Aujourd'hui, nous recevons 10 enfants. Enfin, 10 enfants sont arrivés sur 11. Il s'agit d'enfants de personnel réquisitionnés pour la gestion de la crise. Nous avons des enfants qui vont de la maternelle jusqu'à l'élémentaire, donc aujourd'hui de grande section jusqu'à CM2. Et cet accueil se fait du lundi au vendredi, sauf le mercredi, de 8h à 15h. Cette fois-ci, on a une situation encore plus compliquée, encore plus difficile, donc il est encore plus important pour nous d'accompagner ces soignants qui se donnent corps et âme pour sauver des Guadeloupéens. Ils sont pris en charge par des enseignants. Donc ce travail est fait à la demande du rectorat, et c'est les communes volontaires qui ont pris en charge cet accueil. Et les enseignants sont mobilisés, les enseignants volontaires, pour prendre en charge ces enfants et faire avec eux un peu comme vacances apprenantes. Il s'agit de faire des jeux et de faire des révisions en même temps, mais non pas d'avancer sur le programme pour ne pas faire de différence avec les autres enfants qui ne sont pas encore reçus. C'est l'occasion pour moi de leur dire merci, parce que je sais que c'est dans des situations compliquées aujourd'hui que les soignants travaillent, et qu'aujourd'hui ce sont des héros, je dis ça bien, de cette lutte contre la Covid en Guadeloupe. Donc c'est tout à fait normal que la municipalité puisse aider ces soignants qui se mettent au service des Guadeloupéens pour sauver des vies. Donc à développer l'information, malgré la Covid, il y a des Guadeloupéens, des Guadeloupéennes qui arrivent quand même, et c'est tant mieux, à dépasser ce climat on va dire, de pandémie, puisqu'on savait qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui sont décédés, plus de 600 Guadeloupéens déjà, on bat tous les records, et quelquefois on se pose même la question, est-ce que c'est un hasard? Bon, enfin bref, Madame Rousse à Saint-Claude fête son centenaire. Vous voyez, avec le maire de Saint-Claude, on lui rend un hommage, et c'est bien mérité. Reportage Vianney Valverde.
Elle fait partie des femmes du pays qui ont porté très haut même la culture guadeloupéenne. Et maintenant on en parle comme si on l'avait découverte, mais Madame Rousse et d'autres personnes, à l'époque avec son ballet Les Émeraudes, elle a fait voyager la culture guadeloupéenne et hors du voyage même, elle a permis à des jeunes de s'imprégner de la culture, d'avoir une fierté guadeloupéenne. Je ne pensais pas du tout atteindre cet âge-là. Je ne pensais pas du tout. Je remercie Dieu de me permettre de l'avoir acquis pour avoir à vous remercier tous. Je vous remercie infiniment. C'est important pour toute la famille d'être présent, surtout pour un si bel âge, 100 ans. Et donc on est content pour elle, qu'elle puisse vivre ça. Madame Rouge, je la connais depuis suffisamment longtemps pour dire que c'est une femme extraordinaire. Ce qui m'impressionne toujours, c'est sa mémoire. Quand elle commence à vous raconter des choses, à vous donner des dates précises, alors là, je suis bluffé. Je trouve qu'à son âge, vouloir faire le tour de la Guadeloupe, s'intéresser à tout ce qui se passe, au téléphone, quand il y a le carnaval, et c'est que j'aime le carnaval. Elle m'a dit, tu as vu le carnaval de Basse-Terre, comment c'était fantastique? Et tu as vu ce groupe et ce groupe, enfin voilà, donc elle s'intéresse à tout, à la politique, à la vie sociale, voilà. Son visage est rayonnant à 100 ans, une expression, on va dire, qui est belle, c'est à saluer. On a voulu être là, marquer le coup, même en période Covid, en contexte particulier. Un petit instant, on s'en va, on la laisse avec la famille, mais il fallait qu'on soit là pour montrer à celles et ceux qui ont servi le pays, on est encore là. Il y a des gens qui sont reconnaissants et le pays a besoin de montrer sa gratitude aux femmes et aux hommes qui l'ont servi. Oui, eh bien, saluons donc Madame Hélène Rousse pour centenaire. Vaxibus, c'est un bus qui sillonne la Guadeloupe dans l'optique de pouvoir vacciner les gens qui n'ont pas accès au vaccinodrome ou qui ne peuvent pas se déplacer. Depuis ce matin, ce Vaxibus qui a été lancé se trouvait à Trois-Rivières. Reportage Olivier Félix. Mais la commune de Trois-Rivières met à la disposition, en collaboration avec la région Guadeloupe, en collaboration avec le département, en collaboration avec l'association des maires, ce Vaxibus qui rapproche le centre de vaccination au plus près des populations. Nous avons procédé au réaménagement du cyberbus en Vaxibus. Donc, comme vous le voyez, les aménagements n'ont pas été difficiles. Ce qui est délicat, c'est l'organisation des ressources humaines, puisque nous devons mobiliser des personnels soignants. Et vous savez qu'ils sont extrêmement mobilisés sur tous les fronts. Et donc c'est surtout la constitution des équipes des personnels qui demande, je dirais, de l'énergie. Par rapport à ma profession, c'est vraiment obligatoire. Je suis en contact direct avec les enfants et les parents. Et je crois que c'est nécessaire à l'heure actuelle. On voit bien ce qui se passe dans le monde et surtout en Guadeloupe. Et moi, je voulais être protégée, protéger les autres. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une demande de personnes éloignées des vaccinodromes, des personnes qui ont besoin de se faire vacciner, qui ont cette volonté de le faire, qui ont pris la décision personnelle de se faire vacciner. Certains de mes collaborateurs m'ont proposé de mettre à disposition le cyberbus et l'équiper en Vaxibus. Bien, tout de suite, j'ai donné mon accord. Et aujourd'hui, avec des médecins, avec des infirmiers, des internes, nous tournons sur 20 communes de la Guadeloupe. On a commencé aujourd'hui à Trois-Rivières et on s'est rendu compte que très tôt ce matin, la population a commencé à se déplacer pour se faire vacciner. Donc on s'est dit qu'il y avait effectivement un besoin. Voilà, et ce Vaxibus va sillonner le nord, le sud de la Guadeloupe pour porter ce vaccin. Voilà, je vous l'ai dit, on attendait, il est arrivé, Mario Varro, le président CFTC de la section La Pointe. On parle beaucoup de Mario Varro, puisque régulièrement, il fait l'actualité, il fait la une de certains médias et surtout sur les réseaux. Mario Varro, merci d'être avec nous. Alors, je vous fais venir pour faire un petit peu le point, parce que nous sommes à la rentrée. Pendant toute la première période de l'année de décembre, de janvier à juillet, vous avez frappé quelquefois très durement. Tous les élus ne vous aiment pas, vous le savez. Donc, je souhaitais vous entendre aujourd'hui sur le premier bilan de ces 6 mois de 2021. Alors, permettez-moi de saluer les téléspectateurs de Canal 10. Et alors pour répondre à votre question, la première des choses, c'est qu'on a un bilan plus que positif lorsqu'on a fait le bilan. Et donc, il fallait attirer l'attention sur plusieurs choses. La première, c'est qu'en Guadeloupe, nous avons des élus, des politiques, des exécutifs,
et des présidents de PCI. Mais malheureusement, nous constatons que c'est de l'entre-soi. C'est du favoritisme, c'est le moun-à-moun, c'est les coquins, c'est les coquines, c'est les copains, les copines. Et malheureusement, on ne cherche pas la compétence. Donc, qui fait qu'aujourd'hui, que les collectivités se retrouvent dans des situations gravissimes, notamment en termes de gestion des ressources humaines. Vous allez entendre aussi la majeure partie des rapports de la CRC pointe du doigt le personnel, qu'il y a trop de personnel et que qu'on a une dotation, le chapitre 012, qui explose à cause des rémunérations. Vous avez des personnes qui ont des surrémunérations et qui ne respectent pas les dispositions. C'est général ou c'est particulier à certaines collectivités? Ah non, mais c'est général. C'est général. Par exemple, je peux vous donner un cas bien précis. Vous avez au niveau de la région des cadres qui ont des super rémunérations, des rémunérations qui perçoivent en toute illégalité. Par exemple, ils perçoivent une rémunération plus qu'un préfet. Plus qu'un préfet? Plus qu'un préfet. Oh, ça veut dire que ça remonte à plus de 8 000 € alors? Mais bien sûr, ils sont à 8, 9, 10, 11, 12 000 € par mois et voire plus. 12 000 € par mois? Oui, mais on a au niveau de Cap Excellence, M. Gatou qui percevait plus de 14 000 € par mois, près de 15 000 € par mois. Mais ça, tout ça en violation des dispositions légales et réglementaires, c'est-à-dire en toute impunité. Et c'est pour cela que nous, au niveau du travail que nous faisons, c'est justement de rétablir cette équité. Parce que lorsque vous donnez une telle rémunération à un cadre, arrivé la personne qui est cadre par intermédiaire, ou catégorie B ou catégorie C, qui remplit les fonctions de chef de service ou autre, ben, arrivé à un moment donné, vous allez lui dire à cette personne-là, non, mais je ne peux pas augmenter ton régime indemnitaire, je ne peux pas te donner telle ou telle chose, donc voilà. Donc cette répartition n'est pas faite de manière équitable. Oui. Et nous avons notamment le dernier fait d'armes, c'est M. José Guédu qui travaillait et qui avait un double emploi. Il est en binôme avec lui-même. Un double emploi oui. Au niveau du conseil départemental des Landes et en même temps il travaille au niveau du conseil régional. Or, vous avez un DGS qui se trouve au niveau de la région, qui n'a rien vu, et au niveau du conseil départemental, là aussi, ils n'ont pas fait leur travail d'investigation. Il a fallu que j'alerte personnellement le président du conseil départemental pour lui dire que ce monsieur travaille au niveau de la région, comment il peut percevoir 2 rémunérations. Donc il travaille en même temps au conseil régional, mais en même temps il travaille au conseil départemental. Comment vous expliquez ça? Donc je peux vous assurer que lorsqu'ils m'ont entendu, ben, ils ont porté bon manœuvre pour arrêter qu'on travaille. Oui. Alors, Néon-Bitan, on remarque, c'est qu'on demande souvent des documents à ces collectivités-là. Est-ce qu'il y aura répondre pour? Alors, certains font de la résistance, oui. Mais d'autres nous répondent. Par exemple, c'est à partir de ces documents-là qu'on peut contester un acte que l'autorité, l'exécutif prend. Par exemple, et c'est pour ça qu'ils sont très taisants là-dessus, et c'est pour ça aussi qu'ils font de la résistance, parce que eux, dans leur fond intérieur, le fait de ne pas communiquer des documents, d'attendre à peu près 6 mois pour qu'on puisse vous donner, parfois ça m'est arrivé d'attendre 2 ans pour qu'on puisse me communiquer des documents, mais il a fallu que je saisisse le tribunal administratif pour qu'on puisse me communiquer ces documents. Mais des documents qui sont communicables normalement. Ce sont des documents qui sont communicables. Oui. Ce sont tout administré. Toute personne peut faire une demande pour demander, par exemple, une facture. Je donne un exemple. Vous voyez que la commune a réhabilité, par exemple, un bâtiment. Vous voulez savoir combien que ça a coûté à la collectivité. Eh bien, en tant que contribuable, vous faites une demande, soit verbale ou écrite, pour demander la facture. Et à ce moment-là, ça va vous permettre de regarder si tout a été respecté ou si tout a été fait dans les règles de l'art. En fait, Mario Barreau, ce que vous souhaitez avoir, c'est de la transparence. Premièrement, la transparence pour de l'équité. Alors, plus de transparence, oui. Pour plus d'équité, oui. Mais aussi
pour arrêter de gaspiller les deniers publics. Oui. Parce que c'est l'argent de nos impôts qui paye tout cela. Lorsque, par exemple, je vais vous donner un exemple, sur les marchés publics, c'est où est-ce qu'il y a de l'argent? Vous ne pouvez pas vous imaginer comment les maires, les présidents de PCI, les présidents de collectivités contorsionnent le code des marchés publics. Et c'est là que tout se passe aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut rééquilibrer les choses, parce que si on ne fait pas ça, il faut avoir une certaine rigueur. Si on ne le fait pas, c'est qu'on va continuer dans des gaspillages, dans une léthargie. Je suis puissant. Et c'est comme ça qu'ils pensent qu'ils sont puissants. Ouais. En donnant des marchés ou bien en donnant à certaines personnes des gratifications. On dit que non, qu'à un moment donné, il faut stopper cela. Et aussi, ce que je voudrais dire aux téléspectateurs, c'est que, à force de faire ça, on va augmenter les impôts. Oui. Ça voudrait dire que votre pouvoir d'achat diminue. Donc, aussi, c'est pour cela qu'il faut mettre un frein à tout cela. Alors, comment vous concevez vos alertes? Ce sont des alertes que vous lancez quand nous, journalistes, on reçoit un communiqué disant telle chose, etc. On va prendre un exemple qui est aujourd'hui fait encore la une, c'est ce qui s'est passé au MAC. Et vous savez, enfin, on le sait, il y a un certain nombre de salariés qui sont en retrait depuis 185 jours, je crois, oui, c'est ça? Tout à fait. Mais sur l'affaire du MAC, parce que jusqu'à maintenant, on ne sait pas encore vraiment ce qui s'est passé. Est-ce que oui ou non, il y avait la signature du président du conseil d'administration sur l'histoire du taxi, ou bien parce qu'on a à un moment donné on a dit oui que c'est un détournement de fonds, alors qu'en réalité j'ai cru comprendre que Madame Rinson avait réellement reçu un document lui permettant de prendre un taxi. Alors, de payer un taxi, pas de prendre, de payer un taxi. Sur cette affaire, je peux m'exprimer car je connais ce dossier de bout de mes ongles, parce que je l'ai mené de A à Z. Madame Rinson a embauché un taximan. Parce qu'elle n'a pas de permis. Donc elle a embauché. Elle a embauché. Comme salarié. Elle a recruté. Oui, comme salarié. Oui, elle a recruté. Officiellement, je veux dire. Officiellement, je vous dis. Mais je l'ai même publié sur les réseaux sociaux. J'avais vu votre document. Dans ma plainte au procureur de la République, j'ai porté ces informations. Elle l'a recruté. Parce que la première fois, elle est passée par un taximan et elle a eu une ardoise de près de 6 000 euros. Qu'est-ce qu'elle a fait? Frais de taxi. Frais de taxi. Oui. Elle a envoyé les factures à la région. La région lui a répondu en disant que nous ne pouvons pas payer cela parce que ça ne fait pas partie de votre contrat. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a essayé encore à nouveau de retransmettre à la région. La région a retourné en disant que non, que nous ne pouvons pas le payer. Et c'est vrai que la région ne pouvait pas payer des frais de taxi parce que ça ne faisait pas partie de son contrat. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été voir M. Georges Bridan et elle a dit à M. Bridan de faire un avenant à son contrat pour des frais de taxi, 1 500 € par mois. M. Bridan, soi-disant grand juriste devant l'Éternel, a signé un avenant de son contrat. D'accord. Mais malheureusement, malchance pour eux, c'est que pour pouvoir faire cela, il faut obligatoirement passer par le conseil d'administration. Oui. Si le conseil d'administration n'a pas validé une telle procédure, elle ne peut pas l'engager. Donc ce qui fait que M. Bridan a signé un avenant, mais parallèlement, elle a présenté l'avenant au comptable public pour qu'on puisse payer. La comptable publique l'a refoulé en disant que non, madame, je ne peux pas payer cela. Alors, elle s'est trouvée offusquée. Elle a dit comment vous ne pouvez pas payer. Alors, à ce moment-là, la comptable publique lui dit non, parce que le conseil d'administration n'a pas validé votre frais de transport. Après, s'en est suivi, à ce moment-là, lorsqu'elle a vu qu'elle ne pouvait pas passer, elle a fait un tour de passe-passe en recrutant un taximan, un taximan en percevant une rémunération de plus de 2 800 € par mois. Oui.
Et le taxman était donc employé du MAC. Employé du MAC. Mais légalement ou pas? Parce qu'on a parlé un moment de détournement de fonds. Alors, est-ce qu'il y avait détournement de fonds sur cette question-là? Alors, sur ce recrutement, et c'est là toute la lumière va être faite. Le recrutement, elle ne peut pas recruter quelqu'un comme ça. Elle doit passer par le conseil d'administration pour pouvoir créer le poste. Là, en l'occurrence, elle a tout faux. Donc, c'est pour cela que j'ai entendu beaucoup de choses. Je ne me suis jamais exprimé, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir m'exprimer à la télé pour pouvoir expliquer certaines choses. Mais il faut bien comprendre une chose, j'ai entendu beaucoup de gens qui nous ont traités de tous les noms d'oiseaux. Mais il faut bien comprendre une chose, nous, on est là pour pouvoir faire respecter la loi. On n'est pas là pour pouvoir contourner la loi. Si elle a fait quelque chose de bien, je serai le premier à dire qu'elle a fait quelque chose de bien. Mais là, en l'occurrence, elle a tout faux. Parce qu'on a pensé un moment, j'ai cru entendre ça, et vous avez dû l'entendre, que vous aviez quelque chose, comme si vous aviez quelque chose personnellement contre cette dame, et que bon, son Guadeloupéenne, ça, va y avoir etc., etc. Vous avez entendu ça? Oui, j'ai bien entendu cela. Mais Monsieur Zandounis, depuis des années, vous me connaissez. Vous connaissez le travail que je fais. Vous me voyez, moi, Varro Mario contre un Antillais? Non. Ça voudrait dire que demain ou après-demain, les gens qui sont en train de dire ça, parce qu'elle a volé, parce qu'elle a triché, donc je dois soutirer cette personne-là. Donc c'est ce qu'on est en train de nous dire. Non. Que ce soit blanc, noir ou indien, tout le monde a passé en même trappe-là. Donc aujourd'hui, je le redis encore une fois, on n'a rien contre les cadres antillais, et ça, la population doit pouvoir l'entendre. C'est parce que nous sommes là pour pouvoir faire notre travail de lanceur d'alerte, mais aussi on est là pour pouvoir faire les maires respecter le droit et le cadre légal. Alors, deux petits mots avant de la pause sur la suite de cette affaire, c'est-à-dire le fait qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a des employés qui depuis près de 4 mois, 5 mois, 6 mois ne travaillent plus, sont en retrait. Pourquoi sont-ils en retrait, etc. Puisque, entre-temps, Mme Laurençon a été écartée par le conseil d'administration. Ça aussi, il y aura un tribunal administratif dessus, prud'homme, etc. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais, de l'autre côté, les salariés, il y a eu Mme, comment elle s'appelle? Gonfier. Madame Gonfier qui a remplacé Madame Rinson pendant son absence, entre guillemets. Que s'est-il passé pour que les salariés ne puissent pas reprendre leur travail? Alors, tout simplement, ça fait 6 mois que les agents, que les salariés sont en droit de retrait, tout simplement parce que... Ils sont payés quand même, ils sont payés? Oui, ils sont payés. La loi fait obligation qu'on les paye. Oui. Les agents ont exercé leur droit de retrait depuis le 4 mars 2021. Oui. C'est moi-même qui ai rédigé le courrier en disant qu'il y avait un danger grave et imminent. Non, le 4 mars, Mme Rinson était encore là? Oui, Mme Rinson était là. C'est à partir du 23 mars qu'elle n'était plus là. Elle était en fonction toujours, donc c'est à elle que j'ai adressé le courrier avec le président. Pour dire que voilà que les salariés exerçaient leur droit de retrait parce qu'il y avait un danger grave et imminent. C'est-à-dire que pendant que les salariés travaillaient, vous voyez comme on est là, oui. Il y avait des travaux de peinture qui se faisaient. Oui. On sait pertinemment que la peinture, lorsque vous inhalez la peinture, il y a des produits toxiques dedans, ou encore, pendant que les salariés étaient en train de travailler, on faisait des travaux d'échafaudage, il y avait des câbles d'électricité à terre, on faisait plein de travaux. Donc c'est pour cela que les salariés se sont mis en droit de retrait. Mais parallèlement, les salariés aussi sont en droit de retrait parce que la majeure partie de ces salariés-là ont été mis au placard. Ils ont été placardisés. Oui. Mais pire, il y a eu des risques psychosociaux. Alors, juste une précision, ils ont été placardisés avant le 4 mars. Avant le 4 mars. Mais quand Mme Gonfier est arrivée, elle n'a pas déplacardisé, si je peux utiliser ce mot, ses salariés? Mais non, madame. Alors là, c'est où est-ce que je vais vous faire rire. Lorsque Mme Gonfier est arrivée, Mme Gonfier est arrivée avec une posture de défiance, de violente, de mépris envers le personnel. Et pour pouvoir la rencontrer avec le président, je lui ai dit que non, que ce n'est pas une méthode. Si vous voulez construire avec nous, ce n'est pas comme ça que vous allez y arriver. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous le dites, pendant les 6 mois, pendant 4 mois, pendant 2 mois, elle a coupé tout lien avec nous. D'accord? Donc, ça veut dire qu'elle a choisi son camp. Donc, comme vous n'êtes pas des dociles, donc je ne viens pas vous parler. Mais, entre-temps,
ils sont venus nous chercher pour nous dire qu'il faut réinstaurer le dialogue social. Mais entre-temps, pendant les 2 mois qu'on ne discutait plus, on a travaillé sur notre dossier, nous. Et à ce moment-là, c'est où est-ce qu'on a découvert plein de choses, notamment concernant son intérim, qui était complètement irrégulière. Là, j'ai saisi le tribunal administratif concernant sa nomination en tant que directrice par intérim. Parce que le statut même du Memorial Act, c'est où est-ce que je dis que ces gens-là ne lisent pas, dit que le conseil régional et le conseil départemental ne peuvent pas être jugés partis en même temps. Donc là, c'est tout le bas blesse. Lorsqu'ils ont vu qu'on a attaqué, parce qu'on a fait un recours gracieux concernant sa nomination en tant que directrice par intérim, eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est revenue. Elle est revenue en pensant qu'elle allait passer de la pommade pour essayer de nous berner. Mais non. On a fait ce qu'il y avait à faire. Ils nous ont écrit, ils nous ont dit, bon, ben, si on n'est pas d'accord avec la décision de saisir le tribunal administratif. C'est ce qu'on a fait. Oui. Mais où c'est intéressant, c'est que M. Bridan a pris attache avec moi pour me dire qu'il faut instaurer le dialogue social. Lorsque M. Bridan a pris attache avec moi, on a commencé à discuter et valablement on a mis le doigt sur les problématiques, eh bien, je peux vous assurer qu'ils ont fait que couper les ponts avec nous. Et Mme Gilda Gonfier, pour finir, qu'est-ce qu'elle a fait? Avant de partir, elle a envoyé un courrier menaçant les salariés en les injonctant à reprendre le travail, à défaut qu'elle va faire des retenues sur le salaire. Alors, à ce moment-là, lorsque j'ai vu ça, j'ai fait un courrier à Mme Gilda Gonfier et au président du Memorial Act en leur disant que voilà, en leur rappelant leurs obligations, d'accord, d'une part, parce que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas respecté, ils nous ont toujours pas communiqué un courrier de réponse pour nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait justement pour écarter le danger au niveau du droit de retrait. Jusqu'à ce jour, ça n'a toujours pas été fait. Et de voir qu'aujourd'hui, que maintenant, au niveau de la région, reconnaissent que oui, que c'est une erreur de casting. Donc voilà à quel niveau qu'on est aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un nouveau président et c'est malheureux de le dire. On va en parler tout à l'heure, après la pause. On va parler sur le nouveau président, M. Salus. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite et la fin de cette interview sur ces questions particulières de gestion d'une manière générale des collectivités. Et il faut dire 2 petits mots sur Pointe-à-Pitre avant de partir. D'accord. Voilà, il est 13h05. Je vous l'ai dit, nous attendions Diolo, Jean-Luc Divial, Hamlet. Bonjour. Bonjour. Il vient de sortir un petit ouvrage à l'intention des jeunes Guadeloupéens. On va en parler dans un instant. Sagesse oubliée de la langue dite créole. Ce sera l'objet d'une interview tout à l'heure. On termine avec M. Barou. On parlait du MAC. Parce que les Guadeloupéens vous écoutent et vous regardent. On se dit, mais ou pas un mémoire rinçon, on peut m'éveiller. Non, pas du tout. Mais la preuve, je vous l'ai dit, dans toutes mes interviews, je ne connais pas Mme Rinçon, je n'ai jamais fréquenté cette dame, je n'ai pas de relation avec elle, outre mesure que cela. C'est quelqu'un que je n'ai jamais connu, que je ne connais pas. Donc, comment je peux avoir un problème avec quelqu'un? Non, pas du tout. Simplement, c'est que c'est une personne qui, je pensais, qui avait de bonnes intentions, mais malheureusement, elle a considérablement fait des erreurs, mais ça, elle doit l'entendre et elle doit se corriger. Et je le redis encore une fois, elle est issue de la fonction publique d'État. Donc là, on a mis fin à son détachement, elle retourne dans son administration d'origine. Mais ce n'est pas pour cela que M. Varou est contre des Antillais ou autre. Ce n'est pas ma philosophie. Ma philosophie, c'est qu'il faut respecter le cadre légal, respecter la loi, point barre trait. Une fois qu'on respecte cela, vous n'aurez pas de problème avec moi. S'il faisait des choses dans les règles de l'art, vous auriez entendu parler de M. Varou? Non, pas du tout. Bien. Alors, pour terminer avec le MAC, il y a un nouveau président, puisque M. Bridan n'a pas été réélu, présenté comme conseiller régional, il ne pouvait pas continuer à être président du MAC. Et donc, c'est le président de la région lui-même qui a été élu président du conseil d'administration. Et sur ça, je pense que vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Alors, c'est pas que je ne suis pas tout à fait d'accord, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais par contre, faire ce qu'ils veulent, d'accord. Mais par contre, il faut respecter le cadre réglementaire. C'est-à-dire, en l'occurrence, convoquer les représentants du personnel, parce que la loi leur fait obligation dans chaque
conseil d'administration de convier les représentants du personnel. Mais où je dis qu'il y a de l'irrespect, c'est de voir qu'aucune information n'a filtré là-dessus. Et ça, je dis que c'est quand même dommageable de voir que lorsqu'il y a des balles à popote, toutes sortes d'invitations ou autres, on invite la presse, on invite tout le monde. Mais là, aucune communication n'a été faite là-dessus. Et deuxième chose que je voudrais rajouter, on a demandé un certain nombre de documents pour vérifier la régularité de ce conseil d'administration. Et ça, personne ne peut nous empêcher de le faire parce que ça fait partie des obligations. Vous avez reçu les documents ? Non, pas encore. De toute façon, alors, où est-ce que c'est intéressant? Parce que j'ai entendu M. Bridan suite à son intervention, et ça m'a fait sourire parce que pourquoi ils ont fait ça sous silence aussi? C'est parce qu'ils ont modifié les statuts. Donc, comme ils ont modifié les statuts, M. Bridan, effectivement, il n'a pas été aux élections, mais par contre, on va le nommer en tant que personne qualifiée. Donc, il aura, si vous voulez, il fera partie du conseil d'administration du Memorial Act. Mais c'est où est-ce que je dis quand même qu'il y a un problème dans ce pays-là. Mais enfin bref, je ne vais pas épiloguer là-dessus. D'accord. Alors, parlons un petit peu de la mairie, puisque à l'ancienne municipalité avec M. Bangoussa, vous avez été très combatif, et là on a l'impression que ça s'est calmé. Tout ça arrangé à la mairie de Pointe-à-Pitre? Ah non, M. Zandoni, si vous me dites que tout s'est calmé. Non, je ne suis pas dans un combat. Oui. Simplement, je suis là pour pouvoir faire respecter la loi. Là, on est dans une situation très particulière de pandémie, de Covid, de morts, de personnes qui sont covidées. Donc, non, c'est-à-dire que vous m'avez entendu parce qu'ils ont fait dernièrement un CHSCT sous je dirais, ma demande. Parce que c'est une demande que j'ai faite de façon pour convoquer un CHSCT en urgence parce qu'on n'a pas mis en place ce qu'on appelle le PCA. Il faut réactualiser le plan de continuité d'activité et parallèlement voir un peu si tout a été respecté, c'est-à-dire ils ont fait la désinfection et autres. Donc, il fallait impérativement faire ce CHSCT. Alors, sur Pointe-à-Pitre, c'est vrai que je suis toujours en alerte sur Pointe-à-Pitre dans la mesure où j'avais déjà signalé un certain nombre de faits au niveau de la mairie et j'ai essuyé un non-recevoir du maire. Donc, j'ai saisi le tribunal administratif. Donc, j'ai des affaires qui sont pendantes au tribunal administratif et parallèlement, je tire toujours la sonnette d'alarme sur la situation de la ville de Pointe-à-Pitre qui est toujours catastrophique. Au niveau de la gestion du budget qui est quand même déficitaire, mais ça c'est pas le maire actuel, c'est l'ancienne municipalité. Oui, l'ancienne municipalité, mais le nouveau maire qui est là, il doit mettre en place des choses justement pour réduire le déficit et justement là, on ne voit pas, bon, bien, même si on a la Covid, mais là aussi, il y a beaucoup de questions qu'on se pose au niveau de la municipalité. Vous avez bien vu l'actualité, qu'il y a eu des problèmes dans la majorité, j'en passe. Donc ça prouve bien que les choses ne vont pas si bien que cela. Et il faut dire, les relations avec le maire sont pas, je dirais, pour pouvoir apaiser certaines choses. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous savez, ça fait depuis le 6 décembre 2018 qu'il y a eu les élections professionnelles des représentants du personnel. On est aujourd'hui le 6 septembre 2021. Ça va faire 3 ans que je n'ai toujours pas de local syndical pour pouvoir faire mon activité syndicale. Mon activité syndicale se fait chez moi, se fait sur mes propres deniers. Or, la loi leur fait obligation de me donner un local. Alors, je lui ai envoyé un courrier. Sous l'ancienne mandature, on m'avait attribué un local, mais que je n'ai jamais vu. Donc, on a rencontré le maire depuis le 4 novembre 2020. Le maire nous a dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il va tout mettre en œuvre pour pouvoir nous donner un local. Aujourd'hui, j'étais obligé
de l'injoncter à me donner mon local, à défaut que j'allais saisir le procureur de la République. Parce que c'est de la discrimination, c'est de l'entrave à la liberté syndicale. Donc, qui fait? Il m'envoie un courrier pour me dire que oui, qu'il y a des travaux à faire dedans, donc il faut lui laisser le temps de faire des travaux. Je dis que non, c'est un manque de respect. Depuis le temps que vous savez que vous aviez des travaux à faire pour pouvoir me donner mon local, vous me cherchez toutes sortes de subterfuges. Et il me dit que oui, qu'il faut dépenser de l'argent, que je connais la situation financière de la ville. Mais par contre, il a dépensé plus de 12 000 € pour refaire son bureau. Là, il n'a pas dit ça là. Donc, nous arrêtons de faire Tibrin avec nous, mettez au sérieux, bon nous local en nous, bon nous moyens pour nous exercer mission en nous, convenablement. Bien, Mario Barreau, on vous remercie d'être venu. Je savais un petit point, ça ne va pas dernier fois au Pépine, puisque Kenny d'autres sujets, et on sait que Kenny d'autres bitin a dit. Donc, de toute façon, on vous dit merci. Merci à vous. Un petit focus aujourd'hui sur ce qui se passe au MAC et d'une manière générale sur les autres sujets. On se tourne vers notre ami Diolo, Jean-Luc Divia-Lamnette, qu'on connaît ici, puisque régulièrement, il fait une chronique dans le ZCL qu'on va retrouver dans les semaines qui viennent. Jean-Luc, pourquoi cet ouvrage? Première question. C'est un parole canon. Ah bon? Par les temps qui courent, dans la période qu'on traverse, il est bon un peu de repositionner les choses et puis de trouver un peu des moyens de se ressourcer. Oui. Parce que sans quoi, on plonge toujours sur la même masse d'informations et tout. Et il est bon de se rappeler qui on est quelque part quand tout est brouillé. Oui. Et donc, en fait, cet ouvrage-là, il est à destination de la jeunesse, mais face aux paroles à grand monde, on est tous des enfants. Oui. Donc, en fait, il s'agissait de faire quoi? Mon travail, c'est toujours de tirer la langue guadeloupéenne ou Wuchikam par le haut. C'est-à-dire que d'en puiser tout ce qu'on peut prendre. C'est vrai que la recherche porte sur beaucoup de domaines, hein, et l'apprentissage, l'enseignement porte essentiellement sur la lecture et l'écriture. D'accord. Ensuite, après, on parle de culture, parce qu'on va évoquer certains faits culturels. Oui. Mais là, il s'agissait de montrer que la parole de nos anciens touche à des aspects de la science, de la philosophie et de la spiritualité dont on n'a pas forcément conscience, parce que nous n'avons pas forcément les outils pour l'analyser. Et là, quand on analyse, quand on connaît les mythes fondateurs qui ont amené notre civilisation depuis avant l'avènement, par exemple, de la civilisation égyptienne, eh bien, on s'aperçoit que nos anciens, à travers leurs paroles, eh bien, ils nous parlent d'harmonie de l'univers, ils nous parlent du Big Bang, ils nous parlent aussi de la notion d'équilibre, ils parlent aussi de la place des femmes dans la notion de civilisation, et puis on s'aperçoit aussi que notre langue, eh bien, elle a un code. Et que parler pour nous, c'est pas juste mobiliser des mots. C'est les sons sont des énergies, et ces énergies-là, elles ont leur vie propre. Oui. Et mobiliser certains mots fait que on génère des choses. Hein, vous savez que dans cette civilisation, c'est les premiers à avoir dit, par exemple, que le verbe était créateur. Oui. Vous voyez? Et ça touche à plein d'aspects. Et c'est pourquoi les parents nous disent toujours « Timoun pas dit ça, Timoun pas répété ça », parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que la parole, ce n'est pas juste des mots, ce sont des énergies, et ce sont des énergies qui produisent des effets. Alors, le livre est séquencé en plusieurs jours. Je m'arrête sur le deuxième jour. Ça, on ne peut pas connaître plus grand passé. Oui, absolument. Alors cet ouvrage, il est pensé comme un séjour imaginaire au bois sacré, où le disciple, le jeune disciple va passer 12 jours au bois sacré, et à chaque jour, il va recevoir un enseignement particulier de la part de la connaissance, en fait, parce qu'en fait, l'auteur s'efface, et c'est la connaissance qui s'adresse à la jeunesse. Ça ne va pas connaître plus grand passé. Il est toujours bon de se rappeler que on ne sait pas. Il est bon de savoir qu'on ne sait pas. Parce que, en fait,
pour pouvoir acquérir la connaissance, il y a 2 choses fondamentales. Déjà, savoir se taire pour se mettre en position d'écoute, et l'écoute amène la compréhension. Et ensuite, savoir que la connaissance, c'est quelque chose qui est indépassable. On ne peut que l'approcher. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, et on y revient, la théorie du Big Bang, finalement, j'ai vu le lien qui se fait entre des propos, enfin des paroles égyptiennes de temps en temps, pour reprendre l'expression, et le Big Bang donné par les scientifiques d'aujourd'hui. Alors, comment vous trouvez cette relation, comment vous avez établi cette relation? Alors, on s'aperçoit dans les textes, déjà quand on regarde les textes les plus anciens, qui traitent des questions scientifiques à travers l'origine de l'univers. Voilà, on s'aperçoit que les Africains de l'Égypte pharaonique ont posé comme première manifestation de l'univers un jaillissement et une organisation de l'existant. Parce qu'il n'y a pas de question taboue, donc ils disent, ils peuvent poser la question, avant Dieu, qu'est-ce qu'il y avait? Ils disent que tout existait, mais rien n'était organisé. Et puis il y a une prise de conscience qui déclenche tout cela. Et on retrouve cela dans d'autres aussi philosophies. Mais on s'aperçoit aussi que dans les langues africaines modernes, il y a cette continuité et il y a les mots pour le dire. Et quand on analyse la parole de nos anciens, eh bien on s'aperçoit que quand ils disent en non, c'est pas simplement, évidemment c'est lié à la question des anciens, des aïeux, des ancêtres, mais c'est cette parole-là, en temps non, fait référence à ce premier temps dans l'univers, ce premier jaillissement qu'on appelle le Big Bang, où il y a ce jaillissement de la matière, mais qui va sortir de façon ordonnée, qui va ordonner tout ce qui existe déjà. Alors, je vais m'arrêter sur encore une expression. Là, on va revenir sur le vocabulaire. J'ai été étonné de l'explication donnée sur l'origine de Tim Tim Brassec. Oui, parce que en fait, vous avez vu que ce livre est organisé autour de 5 temps. Le temps du silence, le temps des origines, le temps de l'être, le temps du verbe et le temps de la mission. C'est vrai que avant de recevoir, il faut pouvoir se mettre en position d'écoute et de compréhension. Se taire, c'est comprendre. Se taire, c'est écouter, mais se taire, c'est aussi comprendre. Et on s'aperçoit, quand on fouille dans certaines langues qui sont très, très anciennes, je parle par exemple du Béja, qui est une langue qui est à la frontière entre l'Égypte et le Soudan, eh bien on s'aperçoit que tim, ça veut dire se taire, silence. Mais c'est un silence équilibré, c'est-à-dire, vous savez, quand on double le phonème, c'est pour montrer qu'il y a une notion d'équilibre et de réciprocité. Et tim, ça veut dire silence. Et bois sec, c'est... Alors, parce qu'habituellement, on disait tim, bois sec, c'était tim, boy sick. C'est ce qu'on disait pour expliquer que les enfants cherchent, mais en fait... non, ça veut dire les enfants écoutent. Les enfants écoutent. Ça veut dire que l'auditoire est prêt à entendre et à recevoir l'enseignement. Alors, je vais m'arrêter sur un autre mot qui est très connu en Guadeloupe, qu'on utilise de moins en moins, mais enfin, mon cas dit quand même, le doukou. Oui, doukou là, pas bon. Oui, absolument. C'est-à-dire que nos anciens ont conscience qu'il y a un temps, l'année c'est 365 jours, mais il y a des périodes particulières où les conditions sont en harmonie, soit pour labourer, soit pour planter, soit pour récolter. Et on voit que ceci, ce n'est pas gratuit, parce que quand on questionne par exemple les langues du pays mandé, notamment le dioula, le bambara et tout, on s'aperçoit que du coup, ça correspond à ce qu'aujourd'hui les égyptologues appellent la maat, qui est en fait, il faut bien comprendre, nos ancêtres ont cherché à comprendre quelles étaient les lois qui faisaient, qui maintenaient cet équilibre de l'univers. Et quand ils ont dégagé ces lois, ils ont cherché à dégager un théorème qui serait la loi qui harmonise toutes les lois. Et c'est ce qu'ils ont appelé Maat. D'accord. Voilà. Et c'est ce que nous, on appelle Doukou. C'est-à-dire que quand toutes les conditions sont réunies, et bien sûr qu'on plante et féconde. En fonction de la Lune aussi. Et en fonction de... Non, mais la Lune est très, très importante. Voilà. Alors, autre thème Bita. Oui, bita, parce que c'est une notion d'équilibre. Je vous dis, à partir du moment où on double le phonème, c'est pour signifier soit
une paire naturelle, les deux yeux, les deux oreilles, les deux mains, ou alors pour marquer une question de réciprocité ou d'équilibre. Bita, même bitin, même bagarre, yon et l'autre. Vous voyez, c'est... Alors, nous on a l'expression que nous connaissons, parce que si vous-même connaissez, on coconeg. Est-ce que vous connaissez ça, un coconeg? Coconeg, oui, c'est... attends-nous. Bon, pas fait filer moi. Encore oublié l'oreille. Je ne sais pas connaître ça, pas grave, Jean-Luc l'a dit nous, parce que moi, son expression en théâtre, on a déjà oublié ça complètement, et il a expliqué l'origine à ça, puisqu'après ça, nous avons parlé de cocosier, mais coconeg. Mais c'est le plus ancien récipient qui existe dans l'histoire de l'humanité, c'est une marmite en terre cuite. Voilà. Mais ce coconeg, neg-nega, c'est le nom de la marmite, mais c'est aussi le nom de la divinité. Et vous voyez que dans la graphie qui décrit cet état de la matière non organisée qui s'appelle le Noun, eh bien, figurent ces trois marmites qui symbolisent aussi les particules élémentaires dont parle par exemple quelqu'un comme Hubert Reeves, qui vous dit que ce sont des particules sans structure propre, mais qui petit à petit vont commencer à s'organiser, donner les quarks, donner les électrons, donner les atomes, les molécules, jusqu'à ce monde organisé que nous avons sous les yeux et dont nous bénéficions. Voilà. Oui, parce que... Mais la sagesse de nos anciens touche à ces aspects. Nous n'en avons pas conscience, mais en fait, la parole de nos anciens est très riche. Voilà pourquoi parfois, quand on me demande, mais oui, mais comment trouver ceci, je dis, allez voir, retournez vers vos académiciens. Oui, mais qui sont-ils? Eh bien, ce sont nos grands-mères, nos grands-pères. Écoutez leurs paroles, analysez. Ne portez pas de jugement, analysez, parce que ce qu'ils disent est marqué au coin du bon sens, et c'est la transmission au bout de 300 000 ans d'existence d'Homo sapiens sapiens qu'ils vous transmettent. Alors, bon, je passe sur Soussou et Foufou, mais cocosier. Mais on a deux yeux. Oui. Donc Coco c'est le globe. Le globe oculaire. Parce que voilà, le primo lexème, c'est l'un des premiers sons que l'homme reproduit. Eh bien, le primo lexème avec la consonne K désigne souvent les récipients, donc coconeg, cocosier, coco à l'eau, coco à sel, etc., mais aussi tout ce qui va avec l'idée de résistance, de solidité, de robustesse, donc en coco macaque par exemple. Vous voyez? Donc il y a ces deux idées. Il y a l'idée de la force qui résiste, donc le récipient qui a l'écorce dure, pourquoi on va dire on calalambi par exemple, vous voyez que c'est le K qui est à l'intérieur, mais il y a aussi l'idée de l'énergie, de la puissance de l'énergie. Et là, on touche à la notion de K qui est l'âme, qui est... voilà. Le dernier mot, c'est pas pour sourire, mais enfin, j'ai bien vu l'explication. Coquet n'est pas ce qu'on croit. Absolument pas. Oui. Absolument pas. Alors expliquez ça. Parce que nous sommes une civilisation de la connaissance et qu'on ne peut connaître que ce qu'on a pénétré. Donc, toute connaissance est une pénétration. Et le mystère qui amène à la transmission de la vie, chez les Bakongo, on dit que tout ceci repose sur le quota. Le quota, ça veut dire pénétrer, d'accord? Mais pénétrer, c'est connaître. Et donc, voilà pourquoi on dit Adam a connu Ève. Parce que sans cette pénétration, le mystère de la transmission de la vie, le destin de l'humanité ne peut trouver sa voie. Et donc, l'organe féminin de la reproduction, c'est le cocotte. Cocotte. Donc, c'est le co, c'est un infix, mais c'est quota. Et l'organe masculin, c'est coq. Qui est... Ça n'a rien à voir avec le volatile. Non, c'est le pont. Dans les mythes fondateurs, c'est le pont que le premier ancêtre de la communauté va poser sur le cours d'eau pour traverser et pour fonder la civilisation. Donc en fait, l'organe masculin, c'est le pont par lequel passe la vie pour transmettre le destin de l'humanité. Donc c'est transmettre la vie par accouplement. Hyper mauvais. Voilà, sagesse oubliée de
la langue dite créole déjà en vente? À partir du 25. À partir du 25, et donc vous partez en tournée là? Oui, alors j'ai été invité à présenter justement déjà le secret de Bébé Doc à des rencontres. Donc le 24 et le 25, je suis dans la région de Versailles. Donc on aura un dîner-débat avec l'association Romy et aussi Flamboca, qui m'invite à présenter justement des travaux concernant notre langue. On va aussi parler du secret de Bébé Doc et des sagesses de nos anciens. Voilà. Merci. Et le dimanche, alors le 24, ça sera le dîner, et le 25, c'est un séminaire sur la dimension sacrée du Goka. D'accord. Ben, nos camarades, nos amis qui vous voient en France en ce moment, puisqu'on est toujours en direct de la France, prennent rendez-vous. Alors le 24, c'est le 24, c'est à Versailles, c'est pas loin du château. Oui. Et le 25, ça sera toute la journée en fait. Le 24 c'est à partir de 20h, et le 25, c'est toute la journée. On va travailler autour de nos traditions. On va dire qu'est-ce que vraiment le peuple guadeloupéen, et pourquoi il y a une musique qui s'appelle Goka qui émerge de cette civilisation. On vous retrouve à votre retour dans notre rubrique habituelle. Mais en tout cas, il est 13h28. On remercie M. Mario Varou. On ne dit pas dernière fois, puisque ni bois d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, bois ni d'ailleurs. Nous que fait monsieur expliquer nous son jour, quand ça veut dire bois d'ailleurs. Jean-Luc, merci d'être venu. Et puis à très bientôt. Bon voyage. À très bientôt. Allez, on prend la deuxième pause. On retrouve tout à l'heure Mme Gertie Curie, représentante des stagiaires CRP Émergence. Il y a un gros problème, il va payer depuis 4 mois. Justement, comme nous l'avons comme syndicat, ça va penser que moi, qui est bien content de rencontrer pour peut-être un petit pal à l'homme à ça. Pas de problème. C'est Guadeloupe Formation. Hein. Ah, Guadeloupe Formation, ok, d'accord. J'en connais Guadeloupe Formation, ça y est. Bon, à tout à l'heure. Pourquoi nous l'avons président là? Voilà. Voilà, il est 13h34. On va terminer le canal Community News de ce lundi 6 septembre avec une dame, une femme, avec nous, Madame Gertie Curie. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes représentante des stagiaires de CRP Émergence. Alors, bien sûr, les gens vont se dire qu'à ça y est encore CRP Émergence. Alors, le CRP Émergence qui est situé à Bémao, c'est un centre de formation pour les personnes qui sont en situation de handicap. Oui. Il faut savoir que quand on est en situation de handicap, c'est très compliqué de travailler. Alors déjà, en France hexagonale, c'est compliqué, mais alors en Guadeloupe, c'est... Voilà. Donc, on fait des formations pour permettre aux gens, effectivement, de s'insérer dans le milieu professionnel. Et ces formations durent combien de temps en moyenne ? Alors, ces formations durent plusieurs mois, à savoir, ça dépend du niveau de l'apprenant ou de l'apprenante. Il y a des gens, par exemple, qui sont là, qui sont arrivés au mois de février, que je ne dise pas de bêtises, février 2020. Parce qu'il y avait une remise à niveau. Vous savez, c'est souvent des gens qui ont été malades, qui ont été hospitalisés, qui n'ont pas été dans le cercle professionnel. Et donc, il fallait faire une remise à niveau. Moi, j'y suis que depuis novembre. Et voilà, donc en fait, c'est vraiment permettre aux personnes en situation de handicap de repartir sur le marché du travail. Alors, quand même, ce sont des stages de formation, mais qui sont rémunérés. Alors, qui sont rémunérés. Enfin, théoriquement, je veux dire. Oui, théoriquement, voilà. D'où ma présence aujourd'hui, parce que moi, je suis là depuis novembre, et c'est un problème récurrent. Alors, c'est Guadeloupe Formation qui rémunère avec des fonds européens. Qui devrait rémunérer avec des fonds européens. Mais malheureusement, on rencontre énormément de difficultés. On n'a pas été payé de juillet encore. Nous sommes en septembre. Voilà. Alors, c'est un double handicap. Vous m'avez dit que ce sont des gens qui sont en situation de handicap. Exactement. Oui. Exactement, parce que c'est rajouter de la souffrance à de la souffrance. Oui. Des gens qui sont déjà en situation de handicap, le peu qu'ils gagnent, parce que c'est quand même pas grand-chose, on leur donne pas, donc ça devient tout de suite très compliqué. C'est une gestion qui est très, très compliquée. Et pourtant, ce sont des gens qui, malgré tout, gardent le sourire. Donc, et là, aujourd'hui, on s'est dit, mais c'est plus possible quand quelqu'un vous dit « je ne peux pas m'acheter à manger ». C'est difficile en Guadeloupe. À ce point-là ? Oui, à ce point-là. En fait, ce sont des gens qui gagnent 600 € par mois, en fait. D'accord. Donc, quand vous gagnez 600 € par mois et qu'on ne vous les donne pas pendant plus de 2 mois, forcément, ça devient compliqué. Mais alors, quand vous adressez à l'administration, enfin, aux gens qui sont censés vous rémunérer, qu'est-ce qu'on vous dit que ça vient, que ça ne vient pas ? Alors,
on a la fâcheuse manie de dire ça arrive, patience, voilà. Alors, ce que j'ai compris en tout cas, parce qu'on a fait une petite réunion ce matin, le CRP a fait son travail correctement. Parce qu'en fait, il faut savoir que les stagiaires sont rémunérés s'ils sont présents. S'ils sont absents, ils n'ont pas de rémunération. Donc, il faut envoyer une feuille de présence et voilà, faire des calculs. C'est envoyé dans les temps. D'accord. Sauf que, où est-ce que ça coince? Guadeloupe Formation, le centre de paiement, on ne sait pas. Aujourd'hui, je vous dis, plus de 2 mois après, on n'arrête pas de nous dire ça va venir, ça va venir. Pour l'instant, on ne voit rien venir. Et pendant ce temps-là, les frais d'agio tombent sur les banques, puisque effectivement, il n'y a pas d'argent. C'est en rouge, comme on dit. Oui. Alors, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'est rajouter de la misère à des gens qui sont déjà en grande difficulté. Parce que les frais d'agio, personne ne va nous les payer, en fait. Et c'est ça qui est difficile. Ils devraient, normalement. Qui devrait nous les payer? C'est ceux qui vous causent ces frais d'agio. Écoutez, moi je veux bien qu'ils nous entendent, j'espère qu'ils nous entendent aujourd'hui, c'est bien pour ça que je suis là, pour pouvoir effectivement dénoncer. Alors il y a un courrier qui a été envoyé aux institutions pour leur dire, voilà la difficulté que rencontrent ces apprenants. Oui. On attend, on espère qu'effectivement, mais voilà, moi je suis pas défaitiste, mais il y a des moments où je me dis, mais est-ce qu'ils sont conscients de ce qui se passe concrètement? Voilà. Et le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire grève, vous. On ne peut pas faire grève. Non, et puis en plus, je vous dis, ce sont des stagiaires, on est super motivés. Vous voyez, on a repris les cours la semaine dernière. Malgré le manque de salaire. Malgré ça. En fait, effectivement, comme ce sont des gens avec une santé fragile, donc on a opté pour des cours en distanciel pour l'instant, effectivement. Mais en même temps, quelque part, oui, c'est pas plus mal, parce que là, au panier, l'argent vous mettez sans voiture là. On ne peut pas rouler. Voilà, déjà, si vous ne pas manger, voilà, ou pas manger, au panier essence, vous mettez en voiture là, voilà. Moi, je dis, c'est vraiment rajouter de la difficulté à des gens qui sont déjà dans une situation complexe. Oui. Donc, à un moment, il faudrait que les institutions, ils ouvrent un peu les yeux et qu'ils comprennent. Mais à qui, voilà, on espère. C'est Guadeloupe Formation, c'est-à-dire au-dessus, c'est la région. C'est la région, bien sûr. Oui. Bien sûr. Donc, j'imagine que votre passage, le président de région qui est sur tous les fronts, il fait signer. On aimerait bien, Monsieur Chalus, je ne sais pas si vous m'entendez, mais j'aimerais bien effectivement vous nous donniez un petit coup de pouce. Et pas que pour là, c'est récurrent, c'est un problème récurrent. Moi, ayant commencé la formation au mois de novembre, c'est la 3e fois. L'école de la seconde chance, pareil, il y a eu des retards chez des infirmières, dans différents domaines comme ça. Les gens, alors, mais qu'est-ce qui se passe? L'argent n'existe pas ou c'est, on laissé aller, bon, moi, je pense que c'est plutôt un laisser-aller, donc, parce que ce sont des fonds européens, ils sont là. L'argent est là, donc qu'est-ce qui fait que ça bloque? On ne sait pas à quel niveau. Guadeloupe Formation a l'air de dire que ce n'est pas eux. Alors, le centre de paiement, faites quelque chose. Ce ne sont quand même pas des gens qui gagnent 5 000 € par mois, qui peuvent effectivement mettre de l'argent de côté et se dire, j'en ai un petit peu, en attendant, on va vivre avec ce qu'on a. C'est pas possible. C'est pas possible. Et puis, je vous dis, moi, franchement, je leur envoie un grand big up, parce que ce matin, on a fait une réunion, je les regardais. Malgré tout, les gens gardent le sourire. Ce sont des femmes ou des hommes alors, chez nous, parce que la formation que je fais, c'est une formation de secrétaire médico-sociale, et c'est essentiellement des femmes. Il y a quand même 3 hommes avec des grosses difficultés. Je vous parle de problèmes de santé quand même assez importants. Donc, je trouve que vraiment, on devrait leur tirer le chapeau déjà d'avoir fait la démarche. Vous voyez, moi j'ai 55 ans, je reprends des cours maintenant pour pouvoir effectivement... voilà. Mais vous avez une garantie quand même après les formations d'être employé quelque part? Oh, pas du tout. Même pas? Pas du tout. Ah bon, il n'y a pas une filière permettant aux personnes souffrant d'un handicap de pouvoir tout de suite trouver un emploi? Non, mais non. Donc, il n'y a pas à payer, ils ont en plus. Donc c'est pour ça qu'on nous gommait. Donc voilà, non, mais je vous assure, c'est vraiment un véritable problème qui nous touche profondément, parce que je vous dis, ce matin, je les regardais, je me dis, mais malgré tout ça, le sourire est là quand même, même s'il y a des difficultés. En plus, la crise sanitaire qu'on vit actuellement en Guadeloupe complique encore les choses. Donc, voilà, globalement, j'aimerais bien, Monsieur Chalus, entendez-nous, Vous lancez un appel là. Madame Denux, de l'ARS. Madame Denux est concernée? Ah bah oui.
Nous sommes un centre de formation situation de handicap, hein, donc voilà. Donc l'ARS... Eh bien oui. Bon, mais on continue de poser des questions. C'est ça. Ouais. Pas vous inviter moi? Oui, pas de problème de poser des questions. En tout cas, on souhaite que ce problème soit résolu, récurrent, et que les choses reviennent en ordre. Deux petits mots quand même sur la situation. Comment vous vivez ça en tant que personne souffrant de handicap? Alors, c'est vrai que c'est une situation de vivre le confinement, mais je vous dis... C'est marrant parce que je ne sais pas où les personnes en situation de handicap vont puiser la force, mais nous, on va la chercher au plus profond parce qu'on sait ce que c'est que la souffrance. Oui. Donc, effectivement, il faut être bien dans la tête, il faut se poser. Et c'est ce que je leur dis toujours aux autres stagiaires. Voilà, enfermez-vous dans votre bulle, éteignez la télé. Éteignez la télé. Mais non, il ne faut pas l'éteindre, sinon on peut non, mais vous parlez de choses comme ça, mais quand on égrène les chiffres de morts et qu'on fait des reportages sur la morgue, machin et tout, c'est pas nous faire du bien. C'est anxiogène, on a dit d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé cette émission, on essaie justement d'apaiser un petit peu, une émission apaisante. C'est vraiment, voilà quoi, moi j'ai de la chance d'avoir de la famille sur Vieux-Habitants, d'aller me ressourcer, de pouvoir partir, d'aller me ressourcer, me faire du bien. Vous allez à la rivière? Ah oui. Ça bon, hein? Ouais, franchement, c'est top, quoi. Donc, voilà. Et c'est ça. Donc, les stagiaires, là, vous voyez, je vous dis, franchement, je leur envoie vraiment un gros big up parce que ce sont de belles personnes qui se battent, franchement, et ils sont là au quotidien. Vous voyez, ils auraient pu baisser les bras en se disant, on n'est pas payé, on ne vient pas en cours, on fait pas. Mais non. Ils sont tous là, voilà. Bien. Madame Curie, on vous remercie d'être venue. Merci à vous. Et puis on vous souhaite d'être payé au moins. Oui. Oui, parce que après. Et après, votre stage se termine quand? Les examens sont en juillet 2022. Quand même, il y a encore du champ. Hein. Oui, il y a encore du champ. C'est pour ça que je vous dis, le problème, il est récurrent. Donc, il faut résoudre le problème, Monsieur Chalus. Entendez-moi, là. Il faut résoudre ce problème parce qu'on ne peut pas tous les mois... En plus, alors, non seulement on est payé très, très tard, mais il faut savoir que, par exemple, la personne qui est en charge va envoyer les documents donc, pour la paye le 2. Souvent, le 18, on n'est toujours pas payé, quoi. Pas possible, ça. Mais oui. Donc là, aujourd'hui, ça fait 2 mois, un peu plus de 2 mois, donc on commence vraiment à tirer la langue. J'espère qu'on ne va jamais être 203. Bon. Ouais. OK, alors voilà, 13h44. On rappelle rapidement, Jordan, les titres qu'on a développés tout à l'heure. Nous sommes entrés en contact avec Hilaire Bouidé sur la situation sanitaire à Terre-de-Haut. Bon, les choses sont un petit peu moins compliquées en Guadeloupe, mais quand même, il y a eu des décès et des situations, il a dit des situations de peur. Ensuite, nous sommes allés au Lamentin, où la rentrée scolaire se fait uniquement pour les personnels soignants. Les enfants sont pris en charge. On a vu avec le maire du Lamentin comment ça s'organisait. On a fait un petit tour rapide vers une centenaire de Saint-Claude, qu'on salue, Madame Rousse. Et puis nous sommes arrêtés avec le Vaxibus qui a commencé aujourd'hui à Trois-Rivières, mais on est déjà arrivé ici, donc j'ai pas eu l'occasion de voir ce qui s'est passé à Trois-Rivières. On a reçu tout ensuite Mario Varro, président de la CFTC section La Pointe. Il a fait un petit peu un focus sur ce qui se passe au MAC en ce moment et d'autres conflits qu'il a évoqués rapidement, mais on aura l'occasion de revenir avec lui sur un certain nombre de sujets. Jean-Luc Divial a présenté son dernier ouvrage Sagesse oubliée de la langue dite créole, un petit ouvrage intéressant sur l'origine de notre langue et surtout les racines égypto-africaines de notre langue, ce qu'il appelle Roussikam, la langue dite créole. Et puis on termine en beauté avec Gertie Curier, représentante de CRP Émergence, qui lance un cri d'appel pour qu'on puisse nous payer, nous rémunérer, nous besoin l'argent. Et bien l'argent. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était Jordan en compagnie de Taneli en direct du Community News ce lundi. On se retrouve demain à la même heure à partir de 12h30 pour une nouvelle édition avec d'autres invités. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.